Ma belle-mère m'a demandé de lui remettre mon fils après la mort de mon mari dans un accident, mais j'ai refusé. Le lendemain, mon fils a disparu. J'ai donc appelé la police et maintenant elle est accusée de kidnapping. J'ai 32 ans, je suis une femme. Je suis orpheline. On m'a dit que ma mère m'avait abandonnée dans une caserne de pompiers quand j'étais juste un bébé. Je ne connais même pas ma véritable date de naissance et je n'ai jamais rencontré ni tenté de découvrir quoi que ce soit sur mes parents biologiques. Mon éducation a été loin d'être conventionnelle car j'ai grandi sans famille, passant d'un orphelinat à un autre. Cependant, les choses ont changé lorsque j'ai eu 11 ans. Un couple sans enfants, M et Madame Williams, d'ailleurs, j'ai inventé ces noms ainsi que tous les autres noms, donc j'espère que personne ne pourra les retrouver, sont venus à notre orphelinat pour examiner les enfants potentiels à adopter. D'une manière ou d'une autre, ils m'ont choisi et Madame Williams semblait très enthousiaste à l'idée de m'adopter. Les démarches administratives ont pris du temps, mais quand tout a été finalisé, je pensais que ma vie allait changer pour le mieux. C'était un sentiment étrange de quitter enfin un orphelinat et de partir avec eux chez eux. M et Madame Williams étaient assez aisés, et tous deux semblaient gentils avec moi, du moins au tout début. Madame Williams était très stricte en matière de propreté et me frappait toujours sur les mains si ma chambre n'était pas bien rangée ou si mes cheveux n'étaient pas correctement coiffés. Elle disait qu'elle avait toujours eu une vision de sa fille étant absolument parfaite et que je devais répondre à ses attentes. Monsieur Williams, en revanche, était un peu étrange. Il venait toujours dans ma chambre par accident pendant que je me changeais. En tant que fillette de 11 ans, je croyais à ces excuses bidons, mais en grandissant, je remarquais que cela se produisait de plus en plus. Cela me mettait vraiment mal à l'aise, alors je les suppliais de me laisser avoir une serrure à ma porte. Cependant, Madame Williams refusait et me disait que la chambre de tout le monde devait rester ouverte et accessible à tout moment. J'essayais de lui parler de Monsieur Williams qui ouvrait la porte au hasard, et elle balayait cela d'un revers de main, disant que je trouvais juste des excuses à propos de son mari pour pouvoir faire à ma guise. Une nuit, je me suis soudainement réveillée avec une grande soif, mais en ouvrant les yeux, j'ai remarqué Monsieur Williams debout dans l'embrasure de la porte, me regardant fixement. J'ai crié de peur et il s'est enfui dans la panique. Mon cri a dû réveiller Madame Williams car elle est entrée en courant dans ma chambre et c'est à ce moment-là que je lui ai dit que son mari m'avait observé. Je suppose que mon expression paniquée a dû la convaincre car elle avait l'air furieuse et est descendue pour parler à son mari qui prétendait regarder un match de football comme d'habitude. Le lendemain, elle a appelé un de ses voisins pour aider à installer une serrure à ma porte, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie en sécurité. Cependant, elle m'a fait promettre de ne verrouiller la porte que la nuit ou pendant que je me changeais pendant la journée, ce à quoi j'ai accepté volontiers. En tant qu'enfant, il était assez difficile pour moi de comprendre la situation avec Monsieur Williams parce que vous devez comprendre que personne ne m'a jamais appris que ce qu'il faisait était dégoûtant. Tout ce que je savais, c'était comment cela me faisait sentir. J'aimerais pouvoir écrire qu'il a appris sa leçon et qu'il a changé pour le mieux, mais ce n'est pas le cas. Bien qu'il ne pouvait plus entrer dans ma chambre à des moments vulnérables, il me posait des questions inconfortables chaque fois que Madame Williams n'était pas là. L'intuition d'une femme n'est jamais fausse, et j'ai appris à faire confiance à mon instinct. Ainsi, chaque fois que Madame Williams sortait pour faire des courses, je me verrouillais dans ma chambre ou trouvais une excuse pour sortir et passer du temps avec d'autres enfants de mon quartier. Je suppose que passer du temps avec d'autres personnes de mon âge m'a fait réaliser à quel point leur vie était meilleure que la mienne. Ils avaient des pères vers lesquels ils pouvaient courir pour se réconforter et qui ne les mettaient pas mal à l'aise. Ils avaient des mères qui vérifiaient constamment qu'ils allaient bien et leur apportaient des collations ou de l'eau. Bien que je sache que je devais me sentir reconnaissante que M et Madame Williams m'aient adoptée et m'aient offert une vie bien meilleure que celle que j'avais à l'orphelinat, je souhaitais chaque jour pouvoir recevoir de l'amour et du réconfort comme les autres enfants le faisaient si facilement. C'est probablement pour cette raison que, en grandissant, je me suis impliquée avec les mauvaises personnes à l'école. J'étais tellement concentrée sur le fait d'être acceptée par les autres que je ne me souciais pas vraiment de ma réputation. C'est ainsi que je me suis retrouvée impliquée avec des toxicomanes et des drogués qui trouvaient amusant de sécher les cours et de ne pas faire leurs devoirs. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et me frapper la tête, mais je suppose que tout arrive pour une raison. Je séchais régulièrement les cours, je consommais de l'alcool et des drogues, et je m'habillais comme une gothique pour aller à l'école. M et Madame Williams menaçaient de me mettre à la porte, mais j'étais trop rebelle pour m'en soucier et nous nous disputions énormément pour cette raison.
Monsieur Williams était également très étrange avec toutes les personnes que je fréquentais. Il les regardait avec méfiance s'ils venaient me chercher pour des rendez-vous et restait éveillé jusqu'à mon retour à la maison. Il criait également après moi si je sortais en robe, me disant que je m'habillais comme une aguicheuse et que je devais changer de tenue pour quelque chose qu'il jugeait plus approprié. Il avait aussi un problème avec mes longs cheveux et faisait des commentaires déplacés sur la façon dont mes cheveux lâchés pouvaient exciter un garçon, donc je devais les attacher en queue de cheval. Au début, je restais silencieuse chaque fois qu'il faisait un commentaire de ce genre, mais cela a lentement commencé à m'irriter de plus en plus. Je suppose que cela m'a également poussé à boire davantage pour oublier à quel point je me sentais en insécurité et mal à l'aise chez eux. Ce n'est qu'une nuit, en revenant d'une fête après avoir fait la fête toute la nuit, aux petites heures du matin, que je me suis tenue sur un pont et que j'ai regardé le lever de soleil le plus beau que j'ai jamais vu. Je ne sais pas ce que c'était, mais cela m'a fait pleurer et pleurer. Je sais que cela ne semble pas être un moment dramatique, mais j'ai compris à ce moment-là que la raison pour laquelle j'étais si rebelle était que je détestais ma vie et je détestais tout le monde et tout ce qui s'y trouvait. Si je continuais sur cette voie, je finirais par mourir comme les autres alcooliques et toxicomanes de ma ville. Je savais alors que je devais faire quelque chose à ce sujet. Je devais m'échapper de cette ville et de ces gens. Je ne peux pas dire qu'un changement s'est produit du jour au lendemain, mais j'ai arrêté de faire la fête et je me suis concentrée sur mes études. J'ai perdu beaucoup d'amis, mais au moins mes notes se sont améliorées. M et Madame Williams étaient heureux de voir un changement positif en moi, mais je savais que je ne le faisais pas pour eux, je le faisais pour moi. Lorsque j'ai finalement obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'avais l'impression d'avoir enfin franchi un énorme obstacle dans ma vie. Bien que mes notes ne soient pas dignes de Stanford, elles étaient suffisamment bonnes pour me permettre de rejoindre une université décente. Cependant, c'est à ce moment-là que M et Madame Williams ont montré leur vrai visage. Ils ont refusé de me laisser postuler à une université en dehors de la ville. J'étais choquée car c'était eux qui me poussaient à améliorer mes notes. Lors de notre dispute, Madame Williams a avoué que la raison pour laquelle ils avaient même pensé à adopter quelqu'un comme moi était pour que je me sente reconnaissante envers eux toute ma vie et que je passe le reste de mes jours à m'occuper d'eux. Monsieur Williams était d'accord et a ajouté que les enfants étaient censés être des aides à domicile intégrées et que c'était le moins que je pouvais faire pour rembourser toutes les années d'argent et d'énergie qu'ils avaient dépensées pour moi. J'étais sans voix après avoir entendu leurs paroles. Madame Williams ne s'est pas arrêtée là. Elle a poursuivi en disant qu'elle avait travaillé si dur et m'avait protégée de son mari toutes ces années pour que je n'ai pas d'excuse pour partir. Elle a crié qu'elle avait veillé à me rendre docile et disciplinée et qu'elle ne me permettrait pas de rembourser toutes ces années de dur labeur de cette façon. Ils ont même menacé de déchirer mon diplôme de fin d'études secondaires et de brûler tous mes vêtements pour que je n'ai rien à emporter et nulle part où aller. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, j'étais absolument terrifiée. Si j'avais déjà un fort désir de partir avant, après cette conversation, ma détermination n'a fait que grandir. En pleine nuit, j'ai discrètement rassemblé tous mes documents importants et quelques vêtements, et j'ai fait mon évasion par la fenêtre sans faire de bruit. La seule chose que j'ai laissée derrière moi était une lettre sur mon lit, les avertissant que s'ils essayaient de me retrouver ou d'impliquer la police, je m'assurerais que M. Williams finisse en prison pour toutes les choses inappropriées qu'il m'avait faites tout au long de ma vie. J'ai clairement indiqué que je n'hésiterais pas à partager mon histoire avec tout le monde. Je n'avais pas de destination précise en tête, mais j'avais assez d'argent pour un billet de bus et à 18 ans, je savais que j'étais enfin libre de ma famille adoptive. J'avais une amie nommée Lorraine qui avait déménagé dans une ville voisine, mais nous avions réussi à rester en contact au fil des ans. J'ai décidé que son endroit était le seul endroit où je pouvais aller, du moins jusqu'à ce que je puisse élaborer un nouveau plan. Quand je suis arrivée sur son seuil, tôt le matin, avec mon sac, je devais certainement ressembler à une fugueuse, ce que j'étais. Cependant, Lorraine et ses parents m'ont chaleureusement accueillie. Elle était si excitée de me voir et n'arrêtait pas de me serrer dans ses bras. Ses parents m'ont posé quelques questions en voyant tous mes vêtements et j'ai répondu aussi honnêtement que possible. Je suppose qu'ils ont dû réaliser que j'avais fugué, mais ils n'ont pas insisté pour tout savoir. Je leur ai demandé si je pouvais rester avec eux pendant quelques jours et ils ont accepté sans hésiter. Je me suis sentie si en sécurité et à l'aise chez eux. Pendant que je restais avec Lorraine dans sa chambre, je travaillais dur pour postuler à différentes universités, en essayant de me concentrer sur la construction d'un avenir meilleur. Chaque matin, nous postulions ensemble aux universités et écrivions nos essais.
Ensuite, le soir, elle m'emmenait rencontrer ses amis en ville. Nous faisions des randonnées où nous baignions dans des lacs et je sentais que je pouvais enfin respirer dans ma vie. Je me demandais comment ses parents me laissaient rester avec eux pendant ces mois où je postulais aux universités, et ce n'est que des années plus tard que Lorraine m'a confié que tout le monde dans ma ville natale savait déjà que Monsieur Williams était un pervers. Elle m'a dit qu'il avait un casier judiciaire, ce qui m'a choqué car je n'en avais aucune idée. Cependant, cela expliquait pourquoi ses parents n'avaient pas trop insisté pour en savoir plus quand je suis arrivée chez eux ce matin-là. C'est pourquoi je serai toujours immensément reconnaissante envers Lorraine et ses parents pour leur compassion et pour m'avoir offert un refuge sûr quand j'en avais le plus besoin. Ils ont vraiment sauvé ma vie cet été-là. Je suppose que ma lettre d'adieu à M et Madame Williams a dû fonctionner car ils ne m'ont jamais contactée depuis que je suis partie. Lorraine et moi avons fini par entrer dans la même université, donc ses parents nous ont aidés à emménager dans notre dortoir. J'étais si contente de voir que j'avais mon propre lit et bureau que je pouvais décorer à ma guise. C'est pendant mes années universitaires que j'ai rencontré l'amour de ma vie, James. Notre connexion était indéniable dès le début. Il était le garçon le plus gentil que j'ai jamais rencontré. Parler avec lui me donnait des papillons dans le ventre. Nous sommes d'abord devenus amis, jusqu'à une nuit où nous nous sommes rencontrés pour aller voir un film. Quand il m'a ramené à mon dortoir, il m'a embrassé à l'improviste et nous avons ri. Nous sommes restés dehors toute la nuit à discuter, et c'est toujours l'un de mes souvenirs préférés. James connaissait tout mon passé et ne m'a jamais jugé pour cela. Il était furieux de la perversité de ma famille adoptive, mais il était content que j'ai coupé tout contact avec eux. Il m'a aussi parlé de sa famille. Sa mère, Martha, était une mère célibataire pendant longtemps avant de rencontrer son mari actuel. Martha avait perdu son premier mari, qui était le père de James, dans un accident de voiture quand James était assez jeune. Il m'a raconté à quel point il aimait et respectait sa mère, car il l'a vu lutter pour payer leurs factures et s'assurer qu'il ait une bonne éducation. Je comprenais son adoration, car j'étais moi-même en admiration devant la force qu'elle avait eue après avoir perdu son mari et élevé leur fils toute seule. James m'a raconté comment, lorsqu'il était au lycée, Martha a finalement rencontré Dean, qu'elle allait épouser, et il était le beau-père de James. Selon lui, ils avaient une bonne relation, dans l'ensemble, sa vie familiale semblait bien meilleure que la mienne. Lorsque James et moi avons commencé à devenir plus sérieux, il a pris la décision de passer à l'étape suivante et de me présenter à sa mère. Bien qu'elle visitait régulièrement l'université pour le voir, elle n'avait jamais eu l'occasion de me rencontrer. Il a donc organisé un dîner dans un restaurant près de notre université pour me donner l'occasion de la rencontrer officiellement. Pendant le dîner, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Martha ne semblait pas ravie de me rencontrer. Elle m'a bombardé de questions tout au long de la soirée, notamment sur mes antécédents familiaux et mon enfance. Honnêtement, je lui ai partagé mes expériences de vie dans différents orphelinats avant d'être adoptée par M et Madame Williams. Ses lèvres se sont visiblement pincées de déception en entendant mon histoire. Il était évident qu'elle n'était pas satisfaite. J'ai tenté de détourner la conversation à plusieurs reprises en lui demandant comment elle se portait dans son travail, mais Martha a insisté pour que je révèle tout sur mon passé, disant qu'elle ne voulait pas avoir de surprise plus tard. Elle a également fait des commentaires sur le fait qu'elle n'avait jamais imaginé que son fils sortirait avec une orpheline et que James pouvait faire beaucoup mieux. Ces mots m'ont profondément blessée, me laissant mal à l'aise et indésirable. James semblait aussi en colère et lui a dit à plusieurs reprises que ses commentaires étaient vraiment inappropriés et injustes. Mais Martha répondait en disant qu'elle n'avait que son intérêt à cœur et que « maman c'est mieux ». Inutile de dire que j'étais totalement troublée après l'avoir rencontré. Cependant, je n'avais pas grandi dans une famille normale, donc je pensais que c'était peut-être normal pour les parents d'être aussi protecteurs envers leurs enfants. Je comprenais que ses intentions étaient positives et qu'elle essayait simplement de veiller sur son fils. James s'est excusé après ce dîner et m'a dit qu'il parlerait à sa mère de son comportement. Martha et moi nous sommes rencontrés quelques fois après cet incident et elle a essayé de faire moins de commentaires sur mon passé. Contrairement à elle, Dean, son mari, était vraiment gentil et toujours poli avec moi chaque fois que nous nous rencontrions. Malgré la désapprobation de sa mère, James et moi sommes restés forts et nous savions tous les deux que nous voulions passer le reste de nos vies ensemble. C'est pourquoi, lorsque nous avons obtenu notre diplôme universitaire, ce n'était pas une surprise pour moi ou pour nos amis quand James m'a demandé en mariage. Nous avions tous les deux décroché d'excellents emplois et nous allions déménager à San Francisco pour commencer notre nouvelle vie.
Cependant, Martha était choquée, c'est le moins qu'on puisse dire, et elle a exprimé son mécontentement tout au long de notre fête de fiançailles que nous avions organisée pour nos amis proches et la famille de James avant notre grand déménagement en Californie. Alors que tout le monde s'amusait, elle se distinguait comme un pouce endolori. À un moment donné, quand nous étions seuls, elle n'a pas pu contenir son choc et son mépris, me disant en privé qu'elle n'avait jamais imaginé que son fils finirait avec quelqu'un comme moi et insinuant que je n'étais qu'une phase passagère pour lui. Jusqu'à ce moment-là, j'avais toujours montré du respect envers elle, mais je savais aussi que je devais m'affirmer. Je lui ai fermement dit qu'elle ne pouvait plus me parler de manière aussi irrespectueuse. Je lui ai rappelé que je n'étais plus seulement la petite amie de James, mais que j'allais devenir sa femme, sa belle-fille. J'ai reconnu sa désapprobation mais j'ai souligné que j'aimais sincèrement son fils et que nous étions bons l'un pour l'autre. J'ai clairement indiqué que mon passé n'était pas de ma faute, mais que je travaillais activement à créer un avenir meilleur pour moi-même et que j'espérais avoir son soutien. En réponse, elle a ricané et a déclaré que je n'aurais jamais sa bénédiction. Sans hésiter, j'ai calmement répondu que je ne la demandais pas et je suis partie. Elle s'est ensuite plainte à James après la fête de la manière dont j'avais été irrespectueuse envers elle, et mon fiancé lui a dit qu'elle le méritait car elle avait toujours été impolie avec moi. C'était satisfaisant de la voir rougir de honte. Dean l'a ensuite escortée dehors alors qu'elle criait après James et moi pour avoir précipité notre mariage et nous maudissant en gros. À part cet incident, notre mariage civil s'est déroulé sans accroc. Nous avons déménagé en Californie et avons vécu ensemble dans un appartement en location. Nos heures de travail étaient longues, mais chaque nuit, nous nous assurions de passer du temps ensemble autant que possible. Je n'avais jamais pensé que le mariage pourrait être si facile, mais je suppose que lorsqu'on est avec la bonne personne, on n'a pas à faire tant d'efforts. James et moi avions discuté de notre avenir et nous étions clairs sur le fait que nous voulions des enfants seulement lorsque nous serions financièrement stables pour fonder une famille. Ainsi, dans la 4e année de notre mariage, lorsque nous avons enfin emménagé dans notre propre maison après des années de dur labeur, nous avons convenu que nous pouvions enfin essayer d'avoir un bébé. Cette maison était le fruit de notre sueur et de nos larmes, et nous étions ravis à l'idée d'accueillir un enfant dans notre vie et de l'élever dans l'espace que nous avions construit ensemble. Pendant toutes ces années, Martha avait rarement rendu visite, bien que Dean appelait ou envoyait régulièrement des SMS. Il était clair que Martha gardait toujours rancune, mais tout a changé lorsque j'ai enfin été enceinte. Dès qu'elle a appris la nouvelle, elle a appelé James pour exiger de venir vivre avec nous dans les derniers mois de ma grossesse afin de s'occuper de son petit-fils, et elle a également demandé d'être autorisée dans la salle d'accouchement pour superviser. James et moi avons tous deux refusé toutes ces demandes, et James lui a même dit à quel point elle était folle de nous demander cela, ce qui a déclenché une autre dispute entre eux. Martha continuait de dire que c'était ce que faisaient les grands-parents pour leurs petits-enfants et que si j'étais une bonne mère, je devrais au moins la laisser voir son petit-fils naître dans la salle d'accouchement. Il va sans dire que mon mari a géré sa mère folle, et elle n'a pas été autorisée à nous rendre visite avant que notre fils ait 5 semaines. Pendant ce temps, j'avais pris un congé de maternité, tandis que James travaillait toujours. Cependant, il revenait chaque nuit pour donner le bain à notre fils et le mettre au lit. Nous étions tous les deux fatigués, mais en même temps, être parent apporte tellement de bonheur. Tout l'amour et l'attention que je n'ai jamais reçus en tant qu'enfant ont fait de moi une bonne mère, et je pensais faire un travail globalement correct. Cependant, lorsque Martha est venue nous rendre visite, son avis était différent. Elle se plaignait de tout, en commençant par le fait que j'allaitais encore, que le bébé dormait séparément dans la nurserie et non avec moi dans le lit, et que je ne habillais pas mon fils de telle ou telle manière, ce qui n'était que des détails futiles à signaler. Elle insistait pour rester avec nous pendant quelques semaines, et ces semaines ont été l'une des périodes les plus misérables de ma vie. Elle se disputait avec moi sur tout et insistait même pour installer une caméra pour bébé dans la nurserie afin de pouvoir surveiller le bébé en tout temps. J'étais épuisée pendant cette période, je n'avais donc pas l'énergie de beaucoup me disputer avec elle. Cependant, les choses se sont rapidement aggravées. Martha ne faisait absolument rien pour m'aider à la maison. Elle ne levait même pas le petit doigt pour faire la vaisselle ou plier le linge si je m'occupais de mon bébé qui pleurait et que je lui demandais de l'aide pour un plat qui cuisait dans la cuisine. Elle disait à haute voix que personne ne l'avait aidée lorsqu'elle élevait James et que je devais tout faire toute seule. Sa présence ajoutait un fardeau supplémentaire sur moi, car j'avais maintenant une bouche de plus à nourrir, et elle avait aussi des problèmes avec ma façon de cuisiner, estimant que préparer 1 ou 2 plats n'était pas suffisant pour nourrir son fils.
J'ai dit à James que j'en avais assez, et il a demandé à Martha de partir le lendemain, ce qui l'a profondément offensée. Elle a crié qu'elle méritait de passer du temps avec son petit-fils et que nous ne pouvions pas l'en empêcher. Quand James a souligné qu'elle n'avait même pas levé le petit doigt pour m'aider à la maison, ce que font généralement les proches lorsqu'ils rendent visite à de nouveaux parents, Martha s'est plainte que j'étais une mauvaise mère qui ne travaillait pas assez dur à la maison, et c'est pourquoi elle voulait me donner une leçon. Inutile de dire que James l'a mise à la porte le lendemain malgré ses protestations. Après que Dean soit venu la chercher, elle m'a envoyé plusieurs messages textes disant que j'étais la cause de toutes les discordes dans sa famille, et dans l'un des messages, elle a même souhaité que je sois morte en accouchant. Son animosité et sa haine envers moi étaient si fortes que James et moi avons discuté et convenu que nous devions couper les ponts avec elle immédiatement. Nous avons informé Dean de notre intention, étonnamment, il a compris. C'est pourquoi je n'avais pas eu de contact avec ma belle-mère depuis 4 mois, et je pensais que cela resterait ainsi. Cependant, ma vie a basculé lorsque j'ai reçu un appel de l'hôpital disant que mon mari avait eu un accident en moto. Au début, mon cerveau ne fonctionnait pas et je refusais de croire que l'appel concernait James. Je me souviens être tombée par terre en tenant mon fils, sentant mon corps devenir engourdi. Je savais que je devais aller à l'hôpital, alors j'ai appelé une de mes collègues pour venir garder mon fils, et elle a heureusement accepté. Je ne vais pas entrer dans les détails sur ce que j'ai ressenti en voyant le corps sans vie de mon mari à la morgue, mais j'ai fait un malaise à cause du chagrin insupportable. L'appel le plus douloureux que j'ai dû passer juste après avoir identifié son corps était à Martha pour l'informer de la mort de son fils. Ces cris de douleur résonnent encore dans mes oreilles. Après avoir appris la nouvelle, mes amis et les proches de James se sont précipités en Californie dès qu'ils ont pu pour être là pour moi et mon fils. Nous avons dû organiser des funérailles, ce dont mes amis ont heureusement pris en charge car je n'étais pas en état de faire quoi que ce soit. Lors des funérailles, Martha est venue me voir et m'a demandé si nous pouvions parler en privé. Je me souviens avoir pensé que peut-être elle voulait exprimer ses condoléances ou parler de souvenirs de son fils. J'ai accepté et nous sommes sortis dans le jardin. Au début, elle a exprimé ses condoléances, mentionnant qu'elle comprenait la douleur de perdre un mari et exprimant son souhait que je n'ai pas à endurer une telle peine. Cependant, son ton a rapidement changé. Elle a suggéré que je n'étais pas en état de m'occuper correctement de mon fils en ce moment de vulnérabilité. Elle a audacieusement proposé que je devrais la laisser prendre mon fils avec elle pour qu'elle puisse l'élever loin de toute la douleur et la dépression qui nous entouraient. J'étais complètement abasourdie, la regardant avec incrédulité alors qu'elle continuait à justifier sa proposition en disant que si j'étais vraiment une bonne mère, je ne devrais pas être égoïste au point de vouloir garder son petit-fils dans un moment aussi difficile. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais toutes les années de colère et de ressentiment refoulés ont éclaté et j'ai crié de toutes mes forces pour qu'elle sorte de ma maison. Ma voix a résonné si fort que les invités à l'intérieur se sont retournés, inquiets. Mes amis se sont précipités à mes côtés et lorsque j'ai raconté la demande scandaleuse de Martha, ils l'ont regardée avec horreur et dégoût. Martha a commencé à crier en retour, mais mes amis sont intervenus et l'ont fermement escortée hors de la maison. Ils ont insisté sur le fait que son comportement envers moi n'était pas normal et l'ont exhortée à consulter un professionnel. Lorsque les autres ont découvert ce qui s'était passé, ils ont tous convenu que Martha avait peut-être une crise de nerfs après avoir perdu son fils et que je devrais simplement ignorer ses demandes. Ils ont tous convenu que je ne devais pas la laisser entrer et puisque la maison m'appartenait désormais de toute façon. Cette nuit-là, j'ai embrassé mon fils pour lui dire bonne nuit et je suis allée me coucher, encore sous le choc de la perte de mon mari et de la demande absurde de sa mère. Imaginez mon choc lorsque je me suis réveillée le lendemain pour découvrir que mon fils avait disparu de son berceau. J'ai appelé la police en retournant la maison de fond en comble à la recherche de mon fils. Ce n'est que lorsque les officiers sont arrivés et m'ont demandé si je connaissais quelqu'un qui aurait pu prendre mon fils pendant que je dormais que ça a fait tilt. Cela devait être l'œuvre de Martha. Elle était la seule à avoir une clé de notre maison, que nous lui avions donnée il y a des années en cas d'urgence. J'ai raconté la rencontre troublante de la veille, détaillant sa demande choquante de prendre mon fils. Sans hésitation, les officiers sont passés à l'action, envoyant une équipe à l'adresse de Martha. À mon immense soulagement, ils ont retrouvé mon fils là-bas, sain et sauf. Cependant, Martha a été rapidement accusée et arrêtée pour enlèvement et intrusion. Elle n'a cessé de répéter aux officiers que c'était juste une petite blague et qu'elle avait tous les droits de passer du temps avec son petit-fils. Comme vous pouvez l'imaginer, cette nouvelle est devenue virale,
et les gens qui me connaissent m'ont appelé, choquée. Mes amis et ma famille reconnaissaient Martha aux infos et n'en revenaient pas qu'elle ait eu l'audace d'enlever mon fils. Bien que la majorité d'entre eux aient convenu que j'avais raison de porter plainte, certains des proches de Martha et son mari, Dean, pensaient qu'elle traversait une période difficile et que je devais laisser passer. Dean a même promis qu'il l'admettrait dans un hôpital psychiatrique pour qu'elle puisse se rétablir. Alors, Reddit, est-ce que j'ai eu tort de porter plainte contre ma belle-mère pour avoir enlevé mon fils? Devrais-je laisser passer parce qu'elle vient de perdre son propre fils et qu'elle traverse probablement son propre deuil? Mise à jour 1. Je suis heureuse de constater que la majorité des gens pensent que je ne devrais pas lui pardonner et qu'elle pourrait ne pas se calmer après cet incident. Au début, je me sentais un peu coupable en publiant ceci, mais je suis d'accord avec la plupart de vos commentaires que même mon mari, James, aurait soutenu ma décision de porter plainte contre elle. C'est exactement ce que je crains, c'est pourquoi je n'ai d'autre choix que de poursuivre cette affaire. Bien que je ne veuille pas la punir, je pense qu'elle doit comprendre les conséquences de ses actions, sinon elle pourrait recommencer avec moi et mon fils. En ce qui concerne les proches qui pensent que je devrais laisser passer, j'ai décidé de les ignorer et même de les bloquer car ils n'ont jamais eu à vivre ce que j'ai vécu en me réveillant ce matin-là et en découvrant que mon fils avait disparu. Actuellement, je travaille à engager un avocat qui pourra m'aider à défendre mon cas et à présenter mon histoire de manière efficace à un juge. Je vous tiendrai au courant. Mise à jour 2, salut, je sais que cela fait un mois, mais j'étais occupée par beaucoup de choses. Tout d'abord, j'ai écouté les conseils de tout le monde et j'ai changé toutes les serrures de ma maison. J'ai également installé une caméra à ma porte d'entrée et dans mon jardin, juste au cas où. J'ai trouvé un avocat qui m'a aidé, mon fils et moi avons obtenu une ordonnance restrictive à vie contre Martha, pour qu'elle ne puisse jamais nous approcher. Je dois admettre que cela m'a aidé à me sentir beaucoup mieux et plus en sécurité maintenant. Mon avocat est confiant que nous allons gagner cette affaire car les faits sont clairs. Cependant, cela me donne beaucoup d'anxiété. Je vous tiendrai au courant lorsque cette affaire sera résolue. Mise à jour 3, comme promis, je vous informe de l'avancement de l'affaire en cours contre ma belle-mère qui a tenté d'enlever mon fils. Ces derniers 7 mois ont été épuisants, mais cela semble enfin porter ses fruits. Sans entrer dans les détails pour des raisons légales, ma belle-mère a été condamnée à 3 ans de prison. Comme on pouvait s'y attendre, elle et son avocat ont fait de leur mieux pour raconter une histoire larmoyante sur ses bonnes intentions et sa plaisanterie, mais heureusement, le juge a vu clair dans leur jeu et n'a pas laissé passer ses actions si facilement. Il a également aidé que mon avocat ait montré au juge tous les messages textes que Martha m'avait envoyés au fil des années, y compris celui où elle souhaitait ma mort. Pas une seule fois Martha ne m'a regardé ni ne s'est excusée, même lorsque le juge lui a demandé si elle voulait me dire quelque chose avant le verdict. Cela me rend heureuse d'avoir décidé de poursuivre l'affaire contre elle. Au moins maintenant, mon fils et moi pouvons dormir paisiblement la nuit.